formule le vœu le plus sincère, au nom du ministre de la Communication et à mon nom propre, que les différents échanges soient fructueux et que les seigneurs de la plume et du micro aborderont avec plus d'efficacité et de professionnalisme les questions liées aux politiques publiques de santé. Sur ce, tout en souhaitant plein succès à ces travaux, je déclare ouvert l'atelier de renforcement des capacités des journalistes sur la sécurité sanitaire sous le thème appréhension autour de la notion de sécurité sanitaire. Vive l'organisation Positive Generation, vive le programme des hautes études de journalisme spécialisés, vive le ministère de la Communication, vive le Cameroun et son illustre président, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. C'est interactif, hein? C'est plutôt pédagogique. Brainstorming, j'ai des questions-réponses. C'est quoi le droit à la santé? J'essaie. Oui. J'entends par droit à la santé ensemble des dispositions que l'État prend pour assurer l'accès à la santé pour sa population. Ah, excuse-moi. Ensemble des dispositions que l'État prend pour assurer l'accès à la santé pour sa population. Donc, le droit à la santé, c'est je dois vivre dans un environnement qui est sans être capable de me soigner si je suis malade et que je suis malade. Pour son bien-être en fait, partout et en tout temps. D'accord. Et quoi? Ça veut dire que là on parle de soins de santé, de qualité. Parce que très souvent quand on parle de santé, les gens oublient l'aspect de qualité. Il y a la fonction régalienne de l'État parce que la santé, ce n'est pas que les hôpitaux, etc. Il y a les politiques de santé. L'État dans la mesure où c'est l'État qui construit les hôpitaux, il y a aussi les politiques. Dans certaines mesures, on va voir les gratuités, par exemple, c'est tous les mécanismes qui permettent de faciliter la science et la santé. Et il y a aussi que parce que je suis citoyen, je dois me soigner. C'est que je sais d'abord que la santé, c'est un droit. Et on pense que la santé se résume à la pathologie, sur notre risque. Ici, on intègre déjà les notions de santé primaire. Mais on va, au fur et à mesure, développer et voir pourquoi. Moi, je m'appelle Yaouba Dialigué, je suis journaliste, formé à l'ESTIC, 32e promotion. Monsieur K, que je remercie, m'a demandé de partager avec les journalistes une problématique un peu particulière. Le journaliste et l'investigation sur le terrain de la santé publique. D'entrée de jeu, je voudrais dire que les questions de santé ont toujours préoccupé les journalistes. Et il va de soi que la santé touche ce que nous avons de plus essentiel. Journalistes et secteur santé, ça n'a jamais été le bon ménage. Et à juste raison. La presse n'aime pas les hypothèses de doute. Tout ce qui est le propre, n'est-ce pas, de la pensée scientifique, donc médicale, ou tout au moins santé publique. Lui ne peut pas comprendre que, par exemple, qu'on ait une catastrophe, ou alors une épidémie, mais qu'on n'ait pas les données. Ça, pour un journaliste, ça ne passe pas. Mais de l'autre côté, en santé, pour qu'on ait des données statistiques,
il y a un certain nombre de préalables. La première des choses étant le laboratoire. Quelle que soit sa bonne volonté de communiquer, le secteur santé, il doit attendre minimalement le résultat du laboratoire. Comment communiquer quand vous n'avez pas le résultat du laboratoire, que c'est un cas de DEPA ou alors c'est un cas confirmé de Covid? On ne peut pas communiquer. Ou tout au moins, la communication va être un tout petit peu délicate. Les médias veulent aussi faire vite. On a appris qu'il y a un cas ou alors deux cas. On veut tout débattre, on veut tout comprendre. Alors que l'investigation approfondie n'a même pas eu lieu, mais le journaliste, lui, il veut déjà qu'on lui dise tout. Mais si on ne parle pas, on va dire qu'on est en train de cacher quelque chose. Pourtant, en santé publique, pour parler ou alors pour s'avancer, il faut déjà qu'on ait le résultat de l'investigation approfondie, un travail qui mobilise beaucoup de logistique, beaucoup de ressources humaines. Le silence des institutions. Pour autant qu'on dise que le journaliste aime trop mettre la pression, on doit aussi reconnaître que du côté des organismes officiels, des institutions, on aime aussi trop se murer dans le silence. Un silence qui peut être à un moment donné dommageable. Donc vous voyez donc c'est un travail, c'est des rapports qui ne sont pas faciles. D'un côté, vous avez des journalistes qui ont le devoir d'informer, qui veulent les informations. De l'autre, vous avez des institutions qui souvent sont esclaves d'un certain nombre de prérequis. Mais de toutes les façons, le silence n'aide pas. Le journaliste en santé, pour moi, qui est-il? C'est d'abord quelqu'un qui doit être toujours il doit toujours être garant, n'est-ce pas, d'une information fiable. La fiabilité de l'information, quel que soit le domaine dans lequel on travaille, nous devons être garants d'une information fiable, objective que possible, parce que l'objectivité, ne l'oublions pas, c'est une quête, c'est un idéal. Donc on ne peut pas être objectif dans l'absolu. Mais au moins, on demande aux journalistes d'être objectifs, le plus objectif que possible. Le journaliste perd sa crédibilité, en fait, c'est sa marque de déposer qu'il vient de perdre. Et là, c'est vraiment comme une coquille vide. Donc, il doit tout faire pour essayer de trouver, d'être à équidistance des forces, et sans oublier même sa rédaction. Parce qu'on a l'impression qu'on l'oublie souvent. Parce que sa rédaction, les clients, c'est d'ailleurs. Parfois, c'est même sa rédaction qui le livre à ces sources-là. Le rédacteur actuel, ou bien le directeur de publication, le chef de chaîne, reçoit souvent sont souvent en collision avec ses forces politiques, ses forces financières, publicitaires. Et là, lui, il va venir mettre la pression sur le pauvre reporter à qui on va demander des commandes qui sont, du point de vue éthique et déontologique, pas possibles. Maintenant, c'est à lui d'être à équidistance de toutes ces forces politiques, financières, publicitaires et même éditoriales. Parce que, n'oublions pas, il a sa clause de conscience. Un journaliste est quelqu'un de libre, mais il exerce sa liberté dans un cadre bien. Maintenant, c'est également quelqu'un qui est, malheureusement, on lui demande dans ces méandres-là un peu très compliqués, il est malheureusement chargé de rendre accessible à tous et à toutes une multiplicité, n'est-ce pas, des sujets ayant trait à la santé individuelle et universelle. Alors, et c'est là le challenge, c'est ça le devoir, parce qu'en santé, dans la plupart des cas, souvent, la santé touche, c'est la santé des individus et la santé la santé peut toucher également la diplomatie à travers ce qu'on appelle le règlement sanitaire international. Donc, ça a une portée diplomatique. Pour peu que
c'est diffusé dans la presse, ça peut avoir un travail, un impact très délicat. Il n'est pas vulgarisateur, il n'est pas un pédagogue, il n'est pas un acteur de mobilisation de masse, il n'est pas un lanceur d'alerte, il est d'abord journaliste. Voilà. Le reste, en fait, c'est les pressions sociales qui l'ont amené pour moi à faire ce travail de vulgarisation. Tant mieux si son travail permet de vulgariser, tant mieux si à travers ces articles on a l'impression que c'est un pédagogue, tant mieux si la masse réussit à trouver satisfaction dans, par exemple, si la masse réussit à savoir comment on comptabilise l'eau, tant mieux. Mais le dessein, la finalité d'être journaliste, ce n'est pas d'être pédagogue, ce n'est pas d'être un vulgarisateur, ce n'est pas d'être un communicateur en faveur des programmes de santé. Ça, ce n'est pas son cas. Il est d'abord journaliste. Et il doit le rester. Et nous avons le devoir de travailler pour qu'il le reste. Le journaliste n'est pas un expert en santé. Et ça, malheureusement, on voit ça. On voit beaucoup, pour peu qu'il a fait quelques sujets sur la santé, de même la risée de ce milieu scientifique. Vous ne pouvez pas vous-même diffuser des choses que vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, on a la possibilité vraiment de faire en sorte que les données que nous avons puissent être intelligibles, que nous-mêmes nous puissions d'abord les comprendre avant de diffuser. Sinon, ça sert à quoi de diffuser des choses que nous-mêmes on ne comprend pas? Il doit savoir, n'est-ce pas, manier les outils de la vulgarisation afin de rendre les informations, c'est-à-dire mettre en valeur, savoir rendre compréhensible pour un public non averti, surtout en matière de... Voilà, mesdames et messieurs, ce que je tenais à partager avec vous. Pas dans la mesure académique, vous avez vu que c'est pas académique, c'est vraiment l'échange. Mais on est aussi conscient que les journalistes doivent être utilisés, on met vraiment l'accent là-dessus. On vous présente les instruments qui vont vous permettre de faire votre travail. Donc pour vous, c'est quoi le système de santé? C'est quoi un système? On a déjà dit ce que c'est que la santé, mais ça on a dit ce que c'est que la santé. Soit dans les bureaux et dire que lui on a déjà pensé. Vous pensez un schéma extraordinaire, s'il n'est pas mis en œuvre, il ne sert à rien. Et pour mettre dans en œuvre, on passe par les régions. Tu dis que quand tu es malade, tu quittes ici, tu parles là et tu sais comment ils ne sont pas efficaces. Pourquoi le temps a été créé? Parce qu'il y avait des dysfonctionnements liés à l'accès aux soins. Parce qu'il y avait une méconnaissance par les usagers de leurs droits en lien avec l'accès aux soins. C'est ce que nous faisons. On est conscient que les usagers ne connaissent pas leurs droits en lien avec